commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV que nous remercions toujours grandement. Bon, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Et je le dis 3 fois. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 invités. Alors, donc nous avons la présidente, Rosalie Gachette. Bonjour Rosalie Gachette. Bonjour Fanny Wa, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Hein. Et puis merci, comme tu dis, à Zouk TV qui ne cesse de nous inviter sur le plateau. Et voilà, merci à M. Granier. Voilà. Et effectivement, tu vas nous donner aujourd'hui une bonne nouvelle. Donc on va commencer par la bonne nouvelle. Mais d'abord, je vais présenter notre deuxième invitée qui est Yasmina Elisabeth, qui est membre de la Sopama, qui a fait un beau projet. Oui, bonjour Fanny Wa, bonjour à tous, bonjour présidente. Et puis c'est reparti pour une belle émission en semaine et puis la Sopama. Bien sûr. Et donc tu parleras aussi aujourd'hui du marché que la Sopama aura le samedi. Demain, samedi 9 avril 2022, de 8h à 16h. Voilà, donc on vous attendra à Place d'Armes au Lamentin. Donc on va commencer par la bonne nouvelle. Alors c'est une décision qui a été bénéfique pour la Sopama, mais pour la population martiniquaise. Hein. Donc il s'agit du SCOT. Donc voilà. Alors Fanny, on était au tribunal le 24 mars, au tribunal administratif de Fort-de-France. Et il y a eu le SCOT de la KSM, c'est-à-dire le schéma de l'espace sud. C'est ça, c'est le schéma de cohérence territoriale. En fait, c'est un document qui reflète un petit peu le plus à plus grande échelle. Ça veut dire qu'il tient compte de toutes les communes. Le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, et le SCOT, c'est schéma de cohérence territoriale. C'est-à-dire que c'est les grands aménagements que prévoit sur 20 ans de faire ces communes en fait. Et il y avait des projets qui revenaient, comme par exemple Grand Fond, que tout le monde connaît. Grand Fond, ça se trouve au Marin. Au Marin, c'est ça. Et au Marin, depuis plusieurs années, où la Sopama s'est déjà battue avec la population, ils ont décidé absolument de prendre cette terre agricole et de faire un trou de golf, en fait, de faire un espace pour faire du golf, etc. Et l'aménager avec hôtel, avec tout ça. C'est une terre agricole. Hein? C'est une terre agricole bien protégée en plus. Avec des sources d'eau, bien alimentées en eau. Et puis il y a une histoire, on ne va pas entrer dans le détail, il y a une histoire sur ce site-là. Je vais laisser cette partie pour une autre émission. Donc, ils veulent à tout prix mettre un golf là. Donc, ça faisait partie, en fait, des projets de ce SCOT. Et aussi, il y a Anseron, où ils veulent urbaniser complètement des espaces protégés. Anseron, c'est quelle commune? À Sainte-Luce, où ils veulent mettre des hôtels, ils veulent mettre de grands projets, de grands aménagements, cinéma, etc. Alors, on dit non. Alors, on a demandé au tribunal d'annuler toutes ces parties de ce SCOT. Et le tribunal, effectivement, avec les documents, puisque c'était un aménagement à outrance où on voyait disparaître toutes les forêts, en fait. Donc, le tribunal nous a donné raison sur ça et on est super contents. Alors, la KSM devra se revoir avec son conseil d'administration, son conseil communautaire plutôt, en 6 mois, pendant les 6 mois, pour pouvoir annuler, justement, abroger toutes ces parties. Alors, on est très heureux de cette décision. Et là, on est en attente d'une autre décision du PLU de Rivière-Salée. Là aussi, on se pose des questions puisque l'audience a déjà eu lieu et le rapporteur demandait exactement la même chose, l'annuler ce que le maire demandait à outrance. Et là, on ne comprend pas, bizarrement, on nous renvoie devant le hall, alors que le rôle du tribunal, en fait. On nous renvoie devant le hall et on nous dit qu'il y aura une autre audience. Or, nous sommes déjà passés en audience, on est passé en audience le même jour que le SCOT. Donc, on devait avoir le jugement déjà depuis hier.
Et là, on doit retourner devant le tribunal. Donc, la commission juridique est en train de travailler sur ça pour savoir ce qui s'est passé et ce qu'il convient de faire par rapport à cette décision qui a été prise par le tribunal administratif. Voilà. Ok, ben, je te remercie. Alors, on avait quand même 2 autres dossiers. Hein. C'était sur le Marin où on demandait l'annulation de 2 permis de construire. Malheureusement, le tribunal nous a jugé en irrecevabilité. Et c'est vrai, on comprend parce qu'il était trop tard par rapport à l'affichage où on a 2 mois. Et c'est pour cette raison qu'on profite pour demander à la population de nous avertir plus rapidement quand ils voient qu'il y a le défrichement ou bien qu'il y a des constructions qu'ils ne comprennent pas, de nous avertir, de ne pas attendre le dernier moment. Donc le tribunal a bien jugé à ce moment-là, on ne dira pas qu'il n'a pas jugé, on n'a pas perdu, mais en fait, bon, on était en retard sur... Mais les travaux vont se faire. Les travaux vont se faire, donc... Mais comment... Mais on sait qu'il y aura un impact quand même sur l'écosystème. C'est ça. Donc comment, justement, d'une manière légale, parce qu'on a du retard, on ne peut pas continuer au niveau juridique, mais on ne peut pas non plus laisser faire d'une manière éthique. Donc, comment... en fait, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, justement, de mobiliser le peuple martiniquais? Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, la force de la Sopamar a toujours été les mobilisations. Et là, c'est une construction où on a démontré dans nos écrits que le promoteur allait construire en zone de mangrove. Et il n'y avait pas que ça. Mais n'empêche que si on arrive à mobiliser la population, oui. Si on n'arrive pas à mobiliser la population, et c'est là le problème. On se fatigue et ils attendent que nous soyons fatigués pour pouvoir commencer leur anarchie. Donc c'est pour cette raison que je profite pour faire vraiment appel à la population, tant qu'au niveau des suivis des chantiers, des alertes qu'ils nous font, et qu'on appelle ça chez nous veille écologique. C'est très bon de prendre des photos, de faire des vidéos, de nous envoyer. Et puis avec un numéro de téléphone, comme ça on peut contacter la personne et nous emmener sur le site au préalable. Et après, voilà, on peut faire le nécessaire. Où est-ce qu'ils peuvent envoyer à quel numéro de téléphone ils peuvent envoyer WhatsApp, je ne sais pas quoi, autrement sur Facebook, le site internet? Voilà. Alors, ils peuvent envoyer à la Sopamar, je ne fais pas trop ce numéro, 51. Alors, peut-être pas le numéro, mais c'est mieux Facebook. Par mail ou Facebook. Voilà. Donc, par mail à sopamar@orange.fr ou par la page Facebook, comme ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ou par mail. Parce que par mail, on reçoit les photos. Voilà, c'est mieux. Ou bien le téléphone, ou bien ils peuvent le faire sur téléphone le mercredi à partir de 16h jusqu'à 22h du soir. On est là. 51 58 84. 51 58 84. Voilà. Merci Fanny. Ouais, c'est pas un numéro que je compose tout le temps. Voilà, donc 51 58 84, donc c'est un fixe, c'est le téléphone portable du local de l'association qui se trouve à Place d'Armes au Lamentin. Donc on reste dans le sud parce que nous étions à Grand Fond au Marin. Donc nous allons voir quelques photos sur votre écran. C'est les photos du diamant. Donc, Rosalie, tu peux expliquer justement ce que nous voyons et c'était à quelle période que ça s'est fait et pourquoi la Sopamar dit que ce n'est pas normal parce que on ne verra pas forcément les choses. On verra, puisque la mairie fait, puisque les travaux sont faits, c'est peut-être un avantage pour le peuple martiniquais. Mais est-ce que c'est normal de voir cet enrochement-là, en fait, en réalité? Alors, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent au niveau des décisions qui sont prises par certaines municipalités. Attends, excuse-moi, pour la photo, là, on est où exactement? Là, on est au Diamant, sur le littoral du Diamant. À quel niveau? Juste après le rond-point sur la RD7, c'est RD7, hein. Je ne sais pas si tu as la photo de la route où on voit que la route est prête à tomber, mais ça c'est dans la mer même, hein. Donc ils ont dû faire un enrochement pour pouvoir les protéger de la houle en fait. Donc ils construisent carrément dans la mer, hein. Dans la mer. Oui, oui. Et malgré le réchauffement dit climatique, tout ça, etc. Voilà. Alors il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il y a la loi littorale, mais ils ont trouvé un moyen pour pouvoir outrepasser la loi. C'est-à-dire que comme ils sont propriétaires, alors ils disent que, ok, d'accord, la loi interdit les nouvelles constructions. Mais du fait qu'ils sont propriétaires d'un terrain, ils vendent leur terrain à un promoteur et le promoteur peut
construire parce qu'il était déjà propriétaire. Donc, nous avons décidé justement de faire une QPC, une question aux politiques là-bas, pour pouvoir leur demander effectivement d'éclaircir cette loi-là, parce que s'il n'y a pas possibilité de construire pour celui qui est déjà sur le littoral depuis très longtemps, eh ben, par exemple, une famille qui a une maison, comme le cas de Nomis, en fait, qu'on chasse, et comment se fait-il que des promoteurs qui viennent d'acheter le terrain, parce que quelqu'un a vendu un terrain, peut construire, peut avoir une autorisation. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures bizarrement fait que nous voudrions que la loi éclaircisse pour nous au niveau des Antilles, en fait. Alors, pour revenir sur le diamant, ce que nous voyons là, c'est un scandale. C'est un scandale à tout point et il faut que la population soit au courant. Cet enrochement-là a commencé depuis 2014 et le promoteur a commencé l'enrochement en 2014 avec un tracteur en plein milieu de la mer, dans la mer. Donc, il a travaillé dans la mer sans aucune autorisation de l'ancien maire, donc de la DIAL. À partir de ce moment-là, nous disons déjà que la SOPAMA avait alerté pour arrêter les travaux. Les travaux ont été arrêtés effectivement puisqu'il y avait des élus de l'opposition qui étaient montés au créneau par rapport à ça. Bizarrement, ils n'avaient pas encore de permis de construire. Et on voit que des travaux reprennent là, et alors que le permis a été donné en 2018-2019, ça a été transféré à d'autres promoteurs. Et dernièrement, ils ont repris les travaux. Alors, ils ont complètement fait des enrochements, ils ont cassé la route qui risque d'avoir un affaissement exactement comme Marvel à Cajou. Et des maisons aussi tombées. Exact. Donc, le diamant risque d'être, comment dirais-je, la route coupée, d'être enclavé par rapport à ça, si jamais la route descend à cet endroit-là, puisque c'est très, très collé, hein, il faut aller voir pourquoi. Hein. Et puis, on a fait un recours au maire, un recours gracieux déjà, et on a notifié cela au promoteur, qui est la SCCV Jean-Vette, pour lui dire qu'en fait, il ne peut pas construire là. Parce que nous avons vu que nous avons affaire à beaucoup de personnes qui outrepassent leurs lois, et au mépris de la population. Et nous avons constaté aussi que les organismes administratifs qui sont censés faire respecter la loi, tant que tu ne les interpelles pas, eh bien, ils ne voient pas. Ils font comme celui qui ne voit pas, qui n'entend pas et qui ne dit rien, en fait. Donc, on est obligé de leur dire. Pour revenir à ce permis, il est déjà périmé. Donc, le propriétaire, le promoteur n'a rien à faire sur le site. Un permis est périmé à partir de quelle date? Alors, le permis est valable 3 ans par rapport à la dernière loi. Donc, ils mettent le panneau et puis il est valable 3 années. Ans. Est-ce qu'ils sont obligés de remettre un panneau lorsqu'ils vont commencer? S'ils commencent dans 2 ans, est-ce qu'ils doivent remettre le panneau? Le permis doit rester affiché pendant 2 mois, sans interruption. Une fois qu'il y a eu interruption, il faut réafficher le permis de construire. Donc, ce permis-là, même s'il avait été affiché, il a été délivré en 2019. On est en 2022. Il n'y a pas eu de prorogation de ce permis parce qu'on pouvait le proroger un an. On a vérifié, on a consulté le permis. Et ce permis-là, il est terminé depuis un moment. Donc, ce promoteur, s'il veut construire, devra déposer un autre permis de construire. C'est très important de le faire parce que nous assistons à ce phénomène dans beaucoup de communes. Donc, pas ni permis diamant, SCCV Jean-Bette au courant, on lui a envoyé sa notification. On a aussi écrit au préfet et on a écrit au maire. Deuxième chose sur SCCV Jean-Bette qui construit là, SCCV Jean-Bette c'est une société de construction, hein, c'est des coquilles en fait. C'est une société qu'il crée pour construire quelque chose. Et après, il ferme la société. Après, il ferme. Il ne paie pas d'impôts sur ces sociétés-là. C'est celui qui reçoit le bénéfice qui va payer des impôts sur le bénéfice. Bon, après, c'est te dire c'est que des magouilles en fait. Oui, en fait, c'est ça. Donc, à quoi bon continuer dans cette voie si, en réalité, on a en Martinique une société qui ne paie pas d'impôts, on demande aux associés de payer des impôts, mais il suffit de déclarer 10 000 € et on paie des impôts que sur 10 000 €. Donc, je crois que c'est une affaire extrêmement importante pour que nos élus, pour que aussi les impôts. Aujourd'hui, on a une dame qui a 3 000 € d'impôts de taxes foncières à payer. On a saisi son compte déjà. Or, nous avons la possibilité justement que ces entreprises qui font des profits paient des impôts. Non, eh bien, on les soutient en gardant des SCCV qui seront
liquidé une fois la construction terminée. Pour revenir à SCG Jean-Bette, ce monsieur a des statuts qui lui permettent de construire des logements uniquement à Jean-Bette Saint-Joseph. La société qu'il a ouverte pour construire, il ne pouvait que construire là où la SNC Ravine Charmeuse à Saint-Joseph à Gondo a construit. Donc on ne comprend pas comment il devait construire là et qu'il est déjà arrivé au diamant. Ça c'est suffisamment assez grave pour que la population puisse interpeller et le maire, et le préfet, et le procureur. Donc parce que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi alors qu'il y a des lois, il y a des règles et il y a des statuts qui disent ce que l'on peut faire. Donc nous disons non, nous disons stop. La Martinique justement a été construite que sur des anomalies au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'administration qui les couvre en quelque sorte. Tant que la SOPAMA ne s'empare pas du dossier, il délivre tout et n'importe quoi. Le préfet signe tout parce qu'il n'a peut-être pas regardé. Il a fait confiance aux salariés. Nous disons que stop, on est en 2022, que les choses doivent changer. Alors, on sera vigilant. Et bref, effectivement, si tu regardes le dossier du SCOT, c'est un très gros dossier. Nous passons des nuits blanches, moi-même très fatiguée. Mais non, on ne fait pas comme eux. On étudie tout ce qu'il y a et on voit tout ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas la peine de tricher, c'est pas la peine de présenter nous quoi que ce soit. Nous qui toujours garder là-dedans. Mais normalement, c'est pas à la SOPAMA. Nous sommes une association de sauvegarde du patrimoine martiniquais et nous sommes agréés association écologique. Soit, c'est vrai, mais c'est pas à nous de faire ces contrôles de légalité, c'est pas à nous de suivre ces dossiers. On n'est pas payé, on est des bénévoles. Alors, pour te dire, Fanny Roy, il faut que la population le sache, puisque nous, à la SOPAMA, on leur dit tout. Et c'est une association depuis 42 ans qui a toujours dit la vérité à la population. Si tu regardes bien, les administrations, en fait, qui sont censées accompagner les entreprises et leur dire quand ils font bien, quand ils ne font pas bien, on va voir aussi avec Cœur Bouliki comment ils n'ont pas fait bien, ils les soutirent. On a dû déposer une plainte contre la DIAL il y a 4 ans de cela. C'est Madame Chevazus qui était convoquée à la gendarmerie du Lamentin parce qu'ils ont modifié une rivière à Saint-Joseph, voulant faire passer la rivière pour une ravine sèche. Alors, quand on a vu ça, on a dit non, on n'a pas ébruité la chose, mais n'empêche que oui, on a eu des rendez-vous. Moi-même, c'est moi qui étais j'étais première vice-présidente en ce temps-là. J'ai été convoquée, je suis allée à la gendarmerie, l'ADL aussi. Après ça, on a essayé de voir un petit peu comment on arrange les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des salariés derrière des administrations qui font n'importe quoi. Et c'est pour cela qu'on est en train d'interpeller et ces salariés pour leur dire il faut stop à un moment. Et l'État aussi pour leur dire d'appliquer la loi pour tout le monde. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures, que ce soit un Martiniquais, que ce soit un Blanc, un Béquet, etc. Tout le monde doit observer la loi si nous voulons que demain, si Dieu veut, nous gardions quelque chose pour nos enfants. Oui, il y a des erreurs qui sont faites dans l'administration. Oui, il faut mettre de l'ordre dans cela. Oui, il faut embaucher. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui contrôlent dans les administrations. Et quant au contrôle de légalité, ça n'existe pas à la préfecture. C'est un coup de tampon qu'on met sur les actes. Et du fait d'avoir ce coup de tampon, les gens pensent qu'ils ont eu un contrôle de légalité. Or, ce n'est pas le cas. Merci. Donc, ça laisse quand même bouche bée, ces situations-là. Donc, nous, de toute façon, on ne lâche pas l'affaire. On ne pas qu'à mollir en maille. Et puis, effectivement, pas ni noué, pas ni blanc, pas ni béché, pas ni hiérarchisation des aides. Tout le monde, c'est monde. On est tous à égalité devant la loi. Donc, et puis, qu'ils mettent en application les lois qu'eux-mêmes font voter. Sinon, c'est l'anarchie. Ça veut dire qu'on peut aller faire ça, aller couper bagaille, aller mettre maison en l'air. Tout le monde peut faire ça, quoi. Donc, c'est l'anarchie. Donc, effectivement, donc, tu parlais tout à l'heure là de Cœur Bouliki. Donc, nous allons voir une vidéo tout de suite. Donc, Cœur Bouliki, ça fait quand même un petit moment qu'on parle justement des forages qu'il y aura à la forêt même de Cœur Bouliki. Et donc, en fait, à savoir que la rivière Blanche qui passe à Saint-Joseph
Elle a déjà 2 forages qui captent l'eau en profondeur depuis des années, plus la captation en surface de l'eau. Donc c'est une rivière qui est très sollicitée et la Sopamar en fait souhaiterait mobiliser le peuple martiniquais pour les forages qu'ils ont l'intention de pérenniser à la forêt. Lorsque vous verrez, lorsque vous allez faire la randonnée près du captage à Cœur-Bouliki, vous verrez. Donc on retourne sur le plateau juste après la vidéo de la rivière Blanche, captage plus forage. On peut commencer. Voilà, tu vois, l'eau entre dans la grille. Voilà, et puis elle est... D'accord. Regarde le poisson. T'as vu les poissons? Il y a plein de poissons là. Donc regarde tout ce qui est capté et regarde ce qui reste pour la rivière. Regarde, t'as vu? Regarde, il y a ça seulement qui reste pour la rivière. Et tout le large là, il est capté. Donc il y a un compteur d'eau. Il tourne. Donc c'est l'eau qui est récupérée dans le forage et qui monte dans l'usine de captage. Et là, regarde si tu peux là. Donc nous avons le forage qui fonctionnait en 2020. Voilà. Et ici, là où il y avait l'engin la dernière fois, on voit les traces de l'engin ici. Ah, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc le forage. En fait, le forage. Bon. Ah, c'est un carottage, ça. Voilà. Ça, c'est un carottage. Donc nous sommes au premier forage. Et puis le numéro du compteur, c'est... Voilà. C'est comme c'est un gros chiffre. Je ne vais pas le nommer. Donc là-bas, là, ici, c'est le premier forage. Et plus haut, on va au deuxième forage. Nous arrivons au deuxième forage. Donc on va regarder les changements qu'il y a par rapport à la dernière fois que nous sommes rendus sur le site. Donc aujourd'hui c'est le 1er avril. La dernière fois nous étions le 22 mars. Donc nous voyons ici. Donc voilà, là ça va dans la nappe phréatique. Donc l'électricité qui est là, l'arrivée d'électricité, là on voit là-bas. L'alimentation. Voilà. Donc ça permet à la pompe de fonctionner et d'extraire l'eau, de faire l'eau remonter. Voilà. Donc c'est l'appareil. Donc ils enlèvent de l'eau depuis les profondeurs. Bien sûr, ils sont là. Bon, la dernière fois il n'y avait pas ça, donc ils ont surélevé. Quelqu'un risque de tomber s'il passe, donc ils ont placé ça en dessous. Voilà. Ils sont obligés de mettre des compteurs, hein. C'est obligatoire. Donc je vais regarder par rapport à la dernière fois. Voilà. Voilà. Donc ce tuyau va en direction du captage. Chantier interdit au public. Et celui-là, il y avait eu une inondation, en fait une montée des eaux, c'est pas une inondation, c'est quelque chose de naturel.
L'eau est montée. Et donc celui-là, ils l'ont fermé, ils l'ont arrêté. Donc on a vu qu'ils ont fait un tout nouveau là-bas. Voilà, et puis celui-là, ils l'ont fermé. Nous sommes à l'usine de Durand, le 1er avril 2022. Vous voyez, Odyssey, donc il y a un panneau qui est ancien, hein, très ancien, abîmé et tout. Mais ce qui est marqué dessus, c'est quand même intéressant. Donc Odyssey, donc c'est la société qui s'occupe du captage de l'usine de production d'eau de Durand, voilà. Débit nominal, 25 000 mètres cubes par jour. Email, accès interdit aux personnes étrangères au service. Donc on voit ici 25 000 mètres cubes par jour. Rivière Blanche. Voilà. Randonner la route des Guets. Ici, là, à cet endroit-là, on a la station d'épuration qui déverse toujours ces eaux-là. Donc ça, la rivière là, est toujours polluée. Et c'est par rapport Ah ouais. Voilà, c'est par rapport à ces bâtiments-là que la rivière là est toujours polluée. La station d'épuration d'eau n'est pas suffisante. Donc elle continue à rejeter les eaux polluées. C'est le quartier Rivière Blanche. Là, c'est le 4e gué que nous traversons. C'est magnifique, hein, le pays est magnifique. Depuis plusieurs années, en fait, l'eau ne passe plus sur les gués. On peut la boire, cette source. Mais ils disent que Elle s'appelle comment? c'est la source de Rivière Blanche. Rosalie, nous sommes où ici? On est à Rivière Blanche, ça c'est Le quartier Rivière Blanche. Voilà, c'est ça, la Rivière Blanche hein, en fait. Hein. Et là, on est devant un captage. Alors, ce captage-là était déjà fait depuis très longtemps par le séisme. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a eu une enquête publique de nouveau qui a été faite hein, pour refaire les mêmes travaux qui étaient déjà faits. Donc, il y a des choses, il y a des questions qu'on se pose. Et il faudrait vraiment qu'on prenne le temps et qu'on puisse étudier tout ça. On a déjà commencé pour comprendre effectivement le gaspillage d'argent public qui est fait dans l'eau et où on n'arrive toujours pas à voir les projets convenables, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ça, c'est le captage. Il y en a deux. Il y a un là, un de l'autre côté que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ce captage-là existe depuis très longtemps. Très longtemps. Ok, donc ils font 2 fois les travaux, payés, ils sont déjà payés et on demande encore des subventions pour le... Oui. On a la preuve de ce qu'on dit. Hein. Voilà, on ne comprend pas. Donc là, on voit le tuyau qui sort du sol. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est ça, c'est un forage là, qui était à l'abandon, hein, puisqu'on a déjà partagé sur notre page, qui était à l'abandon, il n'y avait pas de fermeture, ça ne fonctionnait pas. Mais jusqu'à maintenant, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Oui, on voit que c'est ouvert. Ils ont mis en service et on voudrait savoir quelle quantité d'eau qu'ils prélèvent dans ces captages, en aval et en amont. Et c'est vrai qu'on constate que depuis un moment, ce n'est pas par rapport à la sécheresse, puisque nous, on connaît la rivière. Depuis ces histoires de captage-là, on voit que le niveau des gués et le niveau même des rivières descend. Il y a trop on pompe trop d'eau. Donc là, il y en a un, on va voir l'autre. On va voir l'autre et puis on va arriver à l'usine. Ok.
Alors, tu ne connaissais pas ici, Volcan? Moi, toujours passé là, pas jamais mis des bichines à Tu vois ça? Eh, moi, pas jamais été ni tout ça gay. J'ai entendu les gays, mais on n'a pas pensé que c'était ni tout ça gay. Ben, ni belle commune, hein. Là, donc, en fait, c'est un quatrième captage, mais deux qui fonctionnent. Voilà. C'est pour le peuple là, ouais. Donc, on a vu le précédent dans le quartier Rivière-Blanche. Donc, c'est le même modèle que le précédent. Bon, là, la porte est fermée, mais la porte là-bas est ouverte. On aurait souhaité savoir quelle quantité d'eau qu'ils captent dans la rivière. Donc, ils veulent qu'il y ait 4 forages dans la rivière, dans la nappe phréatique, sur la rivière Blanche. Et ils ont déjà des captages en surface, sur la même rivière. La rivière est là. Hein. La rivière par là, on est passé sur le gué. Voilà. Et là, c'est quoi? Ah, il y a un château d'eau. C'était le SIGSM. Mais c'est toujours l'espace sud qui gère. Hein. Et là, on voit l'ancien géreur. Le SIGSM. Voilà. À l'usine de Rivière-Blanche. Et étant donné qu'avant on pouvait passer, mais depuis que la loi a mis les périmètres immédiats, rapprochés et éloignés, ici on te trouve dans le périmètre immédiat. Donc c'est pour cette raison que tu vois qu'il y a une barrière. Mais si tu avances, si la barrière est ouverte, tu peux avancer et tu retrouves un autre gué de l'autre côté. Et tu peux continuer et là tu retournes vers le stade. Tu sors vers le stade. Le stade de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. Ça continue. Alors là, et c'est pas très loin, hein. C'est juste que la porte est fermée. Et si tu regardes bien, il y a l'autre gué là. Et après tu remontes et tu retournes vers le stade. Maintenant c'est la KSM, mais avant c'était le CISM. C'était géré par le CISM. C'est vrai, on trouve que c'est une incohérence, une aberration que nous ayons autant de rivières, que nous ayons voilà, une usine, on appelle, voilà, et que ces usines soient gérées par d'autres communes, comme ici, c'est la KSM. À un certain moment, lorsque la loi NOTRe est arrivée, il était tout le temps possible pour la KSM de récupérer cette usine, mais ils ne se sont pas battus au tribunal et aujourd'hui, on a toujours la gestion de l'eau par l'espace. Donc vous voyez comment on a un beau pays, comme dit Volcan, comme dit Jean, comme nous disons tous. Hein. Donc je vous invite, parce qu'il y a une randonnée sur le quartier Rivière-Blanche. Hein. Oui, oui. Donc il y a une randonnée. Et donc effectivement, il y a peut-être 14 gués, il y a 12 gués. Et puis il y a une eau de source et vous voyez aussi des bâtiments. La Sopamar s'était battue, les anciens se sont battus pour pas que ce bâtiment-là que nous voyons dans la vidéo soit fait. Et effectivement, donc l'assainissement n'est pas dans les normes. Voilà, il y a trop d'habitants et effectivement, ça pollue donc la rivière Blanche. Je vais donner quelques chiffres qu'on a vus tout le long de la vidéo. Donc, nous avons en Martinique 27 usines de production, dont 5 usines qui produisent 85% de l'eau que nous consommons. Il y a 36 captages
dont 20 captages en rivière, en surface. On voit dans la vidéo avec la grille, une partie de la rivière entre dans la grille et puis l'autre continue pour alimenter le lit de la rivière. Et nous avons 12 sources et nous avons 4 forages. Et donc il faut savoir que effectivement les captages en surface représentent 94% de l'eau que nous consommons et puis 6% proviennent des forages de l'eau de source des nappes phréatiques. Et nous perdons plus de 50% de l'eau dans les fuites du réseau. On va voir sur la photo numéro 1 qu'avant, la gestion de l'eau se faisait, comme on avait vu sur la vidéo, par le SIGM. Voilà, donc on a la carte de la Martinique où nous voyons les gestionnaires de l'eau sur toute la Martinique. Et aujourd'hui, donc on va voir sur la photo 2 qu'il y a eu un contrat qui a été signé pour le service public de l'eau potable et nous voyons dans la photo 2.2 les signataires de ce contrat de service public pour l'eau. Et maintenant sur la photo numéro 3, nous voyons aujourd'hui qui gère l'eau qui arrive dans nos robinets. Alors nous avons la SME pour Cap Nord en rose et pour la KISM, c'est-à-dire l'espace sud en bleu. Et nous étions donc le 1er avril dans la partie verte à Saint-Joseph où nous avons la KSM avec comme exploitant Odyssey. Donc nous étions donc à Cœur-Bouliki, nous étions à Durand de l'exploitation de Odyssey et au quartier Rivière-Blanche, nous étions dans la partie de la Rivière-Blanche qui est exploitée par l'espace sud. Donc voilà quelques chiffres. Donc Yasmina, pendant que la vidéo passait, on parlait justement du poisson gale. Quelle est l'importance justement du poisson gale que nous avons dans la rivière Blanche au niveau de Cœur-Bouliki? Alors le poisson gale, en fait, l'importance c'est que c'est le seul poisson endémique de Martinique. Donc il est reconnaissable par sa couleur un peu jaunâtre et il a un petit point noir sur sa queue. Donc c'est une espèce endémique, c'est le seul poisson endémique. Eh ben, on espère que non. Non, il est très petit et c'est vraiment le seul poisson endémique de Martinique. Okay. Donc effectivement, il est retrouvé dans... Endémique, ça veut dire qu'on le retrouve nulle part ailleurs à part en Martinique, effectivement. Okay. Donc il y a d'autres espèces qui sont protégées, comme le trigonocéphale et aussi le matoutou falaise. Donc effectivement, généralement, quand on a des projets comme ça sur des terrains avec des espèces protégées endémiques, il y a des études d'impact à produire. Oui, parce que Rosalie, on avait vu, c'était le 22 mars, je crois que nous étions à Cœur-Bouliki. Ah oui, un matoutou falaise. Voilà, une matoutou falaise magnifique. Magnifique. De toutes les couleurs, bleu, violet, rose, magnifique. On était avec le journaliste d'ailleurs. Et voilà. Puis en fait, de la grandeur d'une main. D'une main, tout à fait. Voilà. Mais elle était magnifique. Et effectivement, lorsqu'il y a des matoutou falaises, même une seule, qu'est-ce qui se passe? Il est obligatoire d'avoir une étude d'impact. Tout à fait. Et en fait, je voulais savoir justement, je ne sais pas si tu ne voulais pas aborder un autre sujet par rapport au débit, parce que avant que je passe tout à fait. Et puis par rapport à cette vidéo-là, il ne faut pas oublier qu'il y a un débit justement minimum à laisser pour les poissons. Donc on se pose la question... Un débit minimum. Voilà, c'est ça. On se pose la question de que deviendra les espèces si on met beaucoup de forages comme ça. Que deviendront ces espèces? Est-ce qu'il n'y aura pas au final une modification biologique du milieu, puisque la forêt... alors Saint-Joseph est quand même une commune très verte. C'est l'une des dernières communes aussi vertes en Martinique que l'on connaisse avec toutes ces constructions qui ont lieu actuellement.
Et justement, il faudrait faire attention à ce débit minimum à l'issue aux espèces, sachant que même si la population martiniquaise a besoin d'eau, il faut se poser la question de la réparation des canalisations, parce que nous perdons 50% en plus qui sont payés par le particulier. Donc, il faut pouvoir rétablir au moins quelques canalisations petit à petit, parce qu'effectivement ça coûte cher, on ne le nie pas, mais il faudrait trouver d'autres solutions. Il faut préserver l'environnement, préserver la biodiversité et puis penser aux générations futures, parce que plus on fait des captages, que deviendra après la ressource en eau souterraine? Est-ce qu'on y a pensé des impacts sur le long terme? Ah oui, donc on va voir effectivement la photo 5 des tuyaux des forages qui vont partir des forages pour aller à l'usine Durand, donc la photo numéro 5. Et effectivement, donc comme il avait été, c'est cette photo-là, mais bon, il faudra tourner la tête. Donc vous voyez le tracé noir qui est là. En fait, on voit les deux forages. Ah, mais bon, on va parler du troisième forage d'ailleurs. On voit qu'il y a les deux points rouges, en fait, les deux carrés rouges, ce sont les forages de Cœur Bouliki. Et puis, il y a un grand tracé noir, c'est des tuyaux qu'ils veulent mettre jusqu'à l'usine de Durand. Donc, il y a une chose quand même qui est incompréhensible. Ce sont des travaux qui à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, vous avez vu au début de la vidéo, vous avez vu que les deux tuyaux des forages arrivaient directement dans le dessableur. Donc, c'était lors du carême 2020. Donc, ils faisaient le forage et donc l'eau arrivait directement dans le dessableur. Puis, cette eau-là, avec les tuyaux existants, arrive à l'usine de Durand. Aujourd'hui, ils veulent mettre des tuyaux, sortir directement des forages pour aller directement à Durand. Et puis, une fois que c'est à Durand, ils veulent mettre de la javel, en fait, du chlore pour nettoyer l'eau. Et après, cette eau-là sera mise dans les tuyaux qui arriveront dans les maisons. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait en 2020, ils veulent faire 3 km 300 de tuyaux pour faire la même chose à l'usine de Durand pour 3 millions d'euros de travaux avec effectivement des dégâts sur l'écosystème. Donc il y a une vidéo que nous avons fait sur le Facebook, donc je vous invite à la regarder où on vous explique clairement ce problème-là et cette aberration de ce problème-là, quoi. Donc Rosalie, justement, je voulais te demander que la photo 5 qu'on a vue du tuyau forage Durand, c'est un document que j'ai trouvé, CERFA, que j'ai trouvé récemment, en fait, pas plus tard qu'il y a à peine 2 jours, hein. Ça s'appelle « Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale qui était du 23 mars 2021. » Donc c'est un document, je te laisse parler parce que tu connais très bien. Je suis très en colère parce que les services de l'État pensent que nous ne faisons pas les recherches nécessaires. Et je répète que nous avons plusieurs commissions internes à la Sopamar et nous avons plusieurs commissions externes à la Sopamar. Dans la commission interne à la Sopamar, nous avons 7 personnes chargées justement de rechercher les enquêtes publiques, de rechercher les avis au cas par cas, qui est une obligation de publication sur le site de l'ADL ou bien sur le site de la préfecture. Or, nous n'avions jamais retrouvé ce document-là que tu vois apparaître il y a 2 jours. Il faudrait qu'on nous explique où était passé ce document, parce que s'il y avait un avis au cas par cas, nous l'aurons retrouvé sur le site de l'ADL ou sur le site de la préfecture. Donc nous disons qu'il n'y avait pas ce document. Et ce n'est pas la première fois. Par exemple, sur Anse-Figuier aussi, nous n'avions pas trouvé le document. Et là, en mercredi à la commission juridique, nous y allions, nous retrouvons le document. Donc nous disons que les services de l'État ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail de publication. Et nous le répétons et nous le prouvons parce que nous faisons des captures d'écran avec la date du jour où on a été consulté et nous ne les retrouvons pas. Donc, et après, on nous balance ça comme ça pour nous montrer que ça a été fait, etc. Ce n'est pas vrai. Concernant l'enquête publique qui a été faite, nous avons vu le rapport du commissaire enquêteur sur Durand. Le rapport du commissaire enquêteur est de plus surprenant.
Nous avons démontré avec des vidéos que nous avons fait qu'il n'y avait pas eu d'avis à la population sur la commune de Fort-de-France, sur la commune de Chelcher, sur la commune de Font-Saint-Denis. Nous avons prouvé ça. Donc l'enquête publique a été bafouée. D'ailleurs, dans son rapport, à part la Sopama, personne ne savait qu'il y avait une enquête publique qui se faisait sur Cœur Bouliky. Pas même les administrés. Pas même les administrés. Même pas à la commune de Fort-de-France où on nous dit « Ah bon, c'est pas ici ». Donc voilà. Nous avons une enquête publique qui nous présente une DUP, déclaration d'utilité publique. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu un nombre de parcelles en ligne où il fallait aller voir qui était propriétaire, qui n'était pas propriétaire. Lorsque Pascal Tourbillon et moi, nous sommes allés à la ville de Saint-Joseph, le seul endroit où on a rencontré le commissaire enquêteur, nous sommes allés à l'urbanisme. Et avec les numéros de parcelles que nous avons vu qu'il y avait des propriétaires sur ces terrains qui étaient autres que l'ONF. Donc nous avons fait valoir le droit de ces propriétaires. Je suis tellement d'avis qu'il y a des autres propriétaires, puisque je suis moi-même de Saint-Joseph, et sur les 3 kilomètres, il y a des propriétaires qui ont leurs animaux, qui sont propriétaires des terrains. Donc pourquoi on a évacué, pourquoi on a enlevé ces personnes et on a mis que l'ONF. Donc c'est quelque chose à revoir. Il y a autre chose qui nous surprend. L'enquête publique était faite pour 900 000 euros. C'est-à-dire que c'était le fait de relier le fourrage et jusqu'à l'usine, soi-disant, mais il n'avait pas expliqué comment. Aujourd'hui, on nous présente une enquête de 3 millions. Or, dans le plan d'urgence qui a été établi pour 2020-2021, Cœur Bouliky n'y était pas. C'était Cazenavire, je ne sais pas s'ils se sont trompés, Cazenavire, Chelcher et Fort-de-France, mais pas Cœur Bouliky. Donc, en fait, ces gens ont vu de l'argent, et à ce moment, de l'argent facile à prendre. Donc, on va carrément dévier la rivière, parce que c'est ce dont il est question. Arrêter la rivière, arrêter pendant un moment que la rivière coule avec des bâtards d'eau, trouver un autre chemin pour la rivière. Vous voyez le premier gué, mais c'est énorme ça. Et puis, travailler dans la rivière pour faire passer les canalisations et ensuite passer sur les terrains des personnes ou pas, etc. Il y a 4 gués à franchir. Faire la même chose pour arriver à l'usine. À Cœur Bouliky, comme Yasmina le disait, il y a le matoutou falaise qui est protégé, il y a le trigonocéphale qui est une espèce protégée. La loi dit, endémique, le poisson-gale. La loi dit que par arrêté préfectoral, que dès qu'il y a des espèces à un endroit où on veut faire des travaux, qu'on le veuille ou pas, c'est une obligation de produire une étude d'impact. Quand nous retrouvons dans le dossier présenté à l'enquête publique, la DIAL se permet de dire qu'on n'a pas besoin d'étude d'impact. On se demande vraiment, mais où veut aller la DIAL? Où veut aller ceux qui sont censés être à côté de la Sopama? Donc c'est pour cette raison que nous dénonçons ces choses. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire. Troisièmement, on nous dit, ok, d'accord, il y a une population qui aura de l'eau pure. Tu as démontré qu'à partir des forages? Non, à partir de la station, de là où il y a le bassin. Donc, ils vont prendre l'eau, ils vont faire des canalisations pour arriver sur 3 km, pour arriver à l'usine. Donc, d'accord, c'est une deuxième canalisation. Donc, ils vont transporter de l'eau pure jusqu'à l'usine. Ce qu'ils ne disent pas à la population, et c'est de là que nous demandons d'ici au préfet de nous expliquer, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à partir du moment où l'eau arrive dans l'usine, est-ce qu'ils ont fait un autre bassin pour mettre cette eau pure-là? Et comment ils vont transporter de l'usine au robinet? Comment ils vont transporter cette eau, puisqu'ils n'ont pas prévu de faire une deuxième canalisation sortant de l'usine. Et ils vont sélectionner peut-être ceux qui auront l'eau pure. Et puis qui aura l'eau pure? Est-ce qu'ils vont sélectionner? Est-ce qu'ils vont dire où il y aura cette eau pure, etc. Donc, non, nous disons que c'est uniquement une question de prendre l'argent, d'autant plus que Séguno est sur le point de donner de l'eau à tout le monde. Ce que nous voulons, c'est réparer les fuites. Nous ne disons pas qu'on peut le faire pendant cette année, mais nous allons mettre 10 ans pour le faire. C'était déjà depuis 2009. Et d'ailleurs, dans ce qui a été signé lors de la grève de 2009, il était question d'une gestion unique de l'eau. Donc, il faut revoir cela. Et puis,
permettre que Seguino puisse fonctionner dans les normes pour que la population puisse avoir de l'eau. Tellement vrai, puisqu'en ce moment, on a même de la pluie en période de carême. Donc, il n'y a pas d'urgence, comme on dit. Et s'il y avait d'urgence, l'urgence, c'est uniquement de prendre les 3 millions qui n'étaient pas inscrits aux 900 000 euros. Donc, la SOPAMA a décidé de porter une plainte. Et qui n'était pas une urgence aussi. Voilà. La SOPAMA a décidé mercredi à sa commission juridique de déposer une plainte parce que ce qui va là est suffisamment assez grave pour que nous puissions autoriser l'État, tout le monde, à faire du n'importe quoi, et surtout sous réserve que c'est d'utilité publique et qu'on a besoin d'eau. Non, si on va, comme on disait dans cette anarchie, on va continuer et ce sera la même chose. Donc nous voulons d'une étude d'impact sur Cœur Bouliqui, dans les règles que les rapports du BRGM ou bien ceux qui s'occupent de la biodiversité disent exactement l'impact qu'il y aura sur la rivière. Et c'est pour cette raison que j'appelle déjà les Martiniquais et les Joséphins, dont moi-même, puisque je suis fière d'avoir Cœur Bouliqui, j'ai passé toute mon enfance à Cœur Bouliqui. Un grand coucou bravo pour Gisèle Baka, qui grâce à elle, ce site est comme il est. Un beau site que tout le monde aime. Donc, protégeons ce site et puis que ce site redevienne sorte de cette problématique eau qu'on veut lui donner. Et puis, nous pas cacher de l'eau en parler. Voilà. Donc, il faut 5% des réparations du réseau d'eau. Tout le monde a de l'eau dans ses robinets. Et ce que tu dis là est tellement vrai. Nous avons dit que ça peut aussi être vecteur d'emploi parce qu'il faudra trouver une société qui détecte les fuites. Donc, par exemple, sur la commune de Saint-Joseph, ils vont venir avec leurs machines, ils vont détecter les fuites. Et puis derrière, il y aura des sociétés de BTP qui vont réparer. Mais nous leur disons, si on répare Saint-Joseph pendant 2 ans, après on descend Gros Morne, on répare Gros Morne, petit à petit, on va réparer. On ne leur demande pas de tout faire en même temps. On leur demande de le faire progressivement. Et si ils ont commencé depuis 2009, Faniwa, ils ont presque fini. Donc c'est une volonté de ne pas faire et puis de laisser passer l'eau. Et puis on leur dit que même si vous faites des tuyaux de canalisation neufs au niveau de Cœur Bouliqui jusqu'à l'usine, mais quand ça va partir, ça va quand même passer par les tuyaux troués. Donc nous allons perdre l'eau. Donc ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire d'aller forer Cœur Bouliqui. D'autant plus, comme tu l'as dit, que la rivière Blanche supporte 2 forages. 4 forages. Ça fait 4. Ça fait trop. Et trop on a de vu pression. sur la vidéo qu'ils ont créé un 3e forage. Ah oui. On a vu sur la vidéo, il y a un 3e forage qui a été fait en moins d'une semaine, parce que nous sommes passés chaque semaine, tous les jours on passe. Donc en moins d'une semaine, ils ont créé un nouveau forage. Légalement. Tu sais pourquoi? Alors, il n'est pas légal parce qu'on a dit 2 forages. Alors, le premier forage qu'ils avaient créé en bord de rivière, il y a eu l'érosion, et donc ils ont créé un 2e. Donc, il faudra qu'ils nous expliquent aussi. Donc là, si vous allez sur le site, vous allez voir 4 forages. Un qui ne fonctionne pas, un nouveau, et 2 depuis 2020 qui ont fonctionné en 2020. On va voir juste vite fait 2 photos parce qu'on a très peu de minutes. Oui, la photo 6 concernant l'armoire de coupure de Durand. Voilà, donc ça c'est sur le CERFA que j'ai vu sur internet, la photo 6 pour l'armoire. Et la photo 6, non ça c'est vrai que ce document-là est important, mais on ne peut pas le voir aujourd'hui. Donc on a aussi la photo 7 où on voit le transformateur qui est nécessaire de déposer à Cœur Bouliqui. Donc ils vont mettre un transformateur à Cœur Bouliqui et voilà. Donc ici un transformateur près des forages CBF1 et CBF2. Et puis à Durand ils vont mettre aussi un cooper, en fait une armoire de coupure. On a très peu de minutes pour parler de marché. Pour Yasmina. Voilà, donc effectivement, très peu de minutes pour évoquer que ce samedi 9 avril, donc demain, il y aura un marché local spécial cacao avec des produits exclusivement locaux à la Cité Place d'Armes. Donc nous invitons la population à venir nous rejoindre. Donc c'est le premier marché citadin proposé par l'association Asopama de 8h à 16h. Donc Viniment Maïlas à Quai-Belle. Donc il y aura de l'ambiance tambour. Il y a aussi beaucoup de choses à découvrir et redécouvrir du produit du terroir martiniquais. Et puis nous allons profiter également pour parler du projet Jardin Compost et découvrir enfin
le livret de l'éco-acteur que nous avons terminé. Donc, nous avons envie d'avoir vos avis. Donc, n'hésitez pas, Maïla, Vini. Donc, c'est demain. SMHLM. Voilà, à la cité SMHLM de Place d'Armes. Donc, c'est derrière le collège et le lycée Place d'Armes. Donc, vous pouvez suivre la signalétique puisqu'une signalétique sera installée pour vous aiguiller au mieux vers le site du marché. Voilà. Ok, ben, c'est dommage que nous n'ayons pas plus, pouvons pas avoir plus d'informations, mais il suffit de venir demain. Voilà, Entre quelle heure Entre 8h et 16h. Voilà, donc, entre avant 8h. ou après le vote. Donc, entre 8h et 16h, la Sopama vous attend à Place d'Armes, à la cité Place d'Armes. C'est là que nous avons notre local. Et c'est là aussi que nous aurons le jardin compost. Voilà, donc on verra ce petit livret qui accompagne justement le projet du jardin compost. Et puis vous pourrez le voir, le feuilleter, il est génial. Génial. Merci. Vous pourrez le feuilleter demain lorsque vous viendrez à la cité Place d'Armes. Donc je vous remercie, Merci, Rosalie. merci Zouk TV. Voilà, et puis on Merci, remercie Zouk Zouk TV. Oui, oui. Et puis à très bientôt avec Faniwa, Ansimène et puis la Sopama. Les Américains qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les tracteurs sont partis. Hein. La protection, la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.